Il y a un vent de changement qui souffle sur l'Afrique francophone en matière d'intelligence artificielle. On sent une vraie bascule. On passe des grands discours, des belles théories, à quelque chose de beaucoup plus concret. L'heure est clairement à l'action. On va décortiquer ensemble cette transformation. Cette phrase du docteur Malik Mouzou, le président du CONIAIA, elle dit tout. C'est simple, direct et ça capture parfaitement le nouvel état d'esprit sur le continent. Fini de parler, maintenant construit. Et la preuve que ce n'est pas juste un slogan, regardez ce calendrier. Début 2026, en l'espace de quelques semaines à peine. Un sommet majeur à Tunis, un autre à Libreville et un troisième à Abidjan. Ce n'est pas une coïncidence, pas du tout. C'est le signal d'une véritable offensive coordonnée pour bâtir l'IA de demain sur le continent. Alors, comment on s'y prend concrètement? La première stratégie est incroyablement pragmatique. Face à l'urgence d'encadrer l'IA, l'idée c'est d'utiliser les outils qu'on a déjà sous la main. Et cette approche, elle est vraiment maligne. Au lieu de se lancer dans la rédaction d'une loi sur l'IA à partir de zéro, ce qui peut prendre des années, des pays comme l'Angola font autre chose. Ils intègrent directement des règles sur l'IA dans leur loi sur la protection des données qui existent déjà. C'est un raccourci, une sorte de porte dérobée réglementaire, mais c'est hyper efficace pour imposer de la transparence et de la redevabilité, et ce, très rapidement. En fait, le choix est assez simple. D'un côté, le labyrinthe lent et complexe de la création d'une nouvelle loi sur l'IA, de l'autre, l'autoroute des lois sur les données, un cadre juridique que tout le monde connaît déjà. C'est un choix de pragmatisme et surtout de vitesse. Mais pourquoi cette vitesse est-elle si importante? Eh bien parce que les dangers de l'IA, eux, n'attendent pas. Regardez ce chiffre, moins 23%. C'est le résultat d'un algorithme de prêt au Nigeria qui pénalisait systématiquement les entreprises dirigées par des femmes alors même qu'elles remboursaient mieux. Voilà le genre de discrimination très concrète que cette régulation agile veut stopper net. Ça, c'était la première stratégie, la défense. Mais il y en a une deuxième, beaucoup plus visionnaire. Il ne s'agit plus seulement de réguler, mais de construire, de créer ce qu'on appelle les communs de l'IA. Et pour comprendre cette idée, il faut voir qu'il y a un vrai changement de métaphore, un changement de mentalité. L'ancienne histoire, c'était celle de la course. Il fallait rattraper le Nord, ce qui place d'office l'Afrique en position de retardataire. La nouvelle histoire, c'est celle du tissage. L'idée n'est plus de courir, mais de tisser patiemment la technologie dans le tissu social et culturel pour renforcer la communauté. Ça change tout. Ce projet de tissage, c'est un véritable projet de société en 5 couches. Ça part de la base, la langue. Il faut que l'IA parle Wolof, Lingala, Swahili. Ensuite, les données, qui doivent être gérées non pas par des multinationales, mais par les communautés elles-mêmes. Après, il y a l'infrastructure, avec des centres de données souverains pour ne plus dépendre de l'extérieur. Vient ensuite la compétence, pour former les talents sur place, pour résoudre les problèmes locaux. Et enfin, au sommet, la redevabilité, pour que n'importe qui puisse contester la décision d'un algorithme. C'est tout un écosystème. Mais ce qui rend cette vision vraiment unique, ce n'est pas seulement la technique, c'est ce qui l'anime, son âme si on veut. Et cette âme puise ses racines dans des philosophies africaines très anciennes. Prenons l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Appliqué à l'IA, ce principe est révolutionnaire. Ça veut dire qu'un algorithme n'est pas jugé uniquement sur sa performance économique ou son efficacité. Non, on se demande, est-ce qu'il renforce les liens dans la communauté? S'il isole les gens, il a échoué, même s'il est techniquement parfait. Il y a aussi la teranga, le principe Wolof de l'hospitalité. Ça se traduit par une ouverture aux partenariats technologiques internationaux, bien sûr, mais une ouverture exigeante. On accueille, on collabore, mais dans le respect mutuel. Il s'agit de co-construire et surtout pas de subir une nouvelle forme de colonialisme numérique. Et enfin, Sankofa. L'idée ici est incroyablement puissante. Innover, ce n'est pas faire table rase du passé. Au contraire, c'est retourner en arrière pour y chercher la sagesse, les savoirs et les intégrer dans la construction des technologies du futur. C'est bâtir le neuf sur les fondations de l'ancien. Bon, cette vision est magnifique sur le papier. Mais il faut être réaliste. Sur le terrain, la route est semée d'embûches et les défis sont immenses. Les obstacles sont de taille, évidemment. Il y a le financement, le nerf de la guerre. Il y a le contrôle des infrastructures physiques, les câbles sous-marins, les data centers. Et puis, il y a l'humain. Comment freiner la fuite des cerveaux? Comment s'assurer que les États et les régulateurs ont les moyens de piloter une révolution pareille? Bref, comment faire pour que la souveraineté ne soit pas juste un mot vide de sens? La vision est là, l'ambition aussi. Mais est-ce que le financement va suivre? C'est la question à $1 million. Sans investissement massif, les projets de centres de données souverains, par exemple, risquent de rester des rêves sur papier. Deuxième grand défi, les talents. Former des experts, c'est une chose. Mais comment les convaincre de rester pour construire cet avenir ici, sur le continent, plutôt que de céder aux sirènes des géants de la tech à l'étranger? Et peut-être la question la plus fondamentale,
Qui décide? Qui est à la table des négociations? Une IA souveraine qui serait conçue et imposée d'en haut par quelques élites n'aurait aucun sens. Pour que ça marche, il faut que les citoyens, la société civile, les communautés locales soient au cœur du processus. Finalement, tout se résume à cette question. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle du continent soit réellement écrite par des mains africaines, nourrie par la sagesse africaine et au service de l'avenir africain? L'enjeu est historique. Il s'agit de passer du statut de simple consommateur de technologies pensées ailleurs à celui de créateur d'une intelligence ancrée dans ses propres valeurs. Une nouvelle page est clairement en train de s'écrire.